Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Pour cet échange, les premiers évidemment après ma prise de fonction comme coordonnateur de la MOCA. Nous allons parler essentiellement de la crise dans notre pays. Elle est multiforme. Elle est politique, elle est institutionnelle, elle est sécuritaire, elle est financière. Mais elle a pour cause l'illégitimité. Illégitimité des institutions, illégitimité des animateurs de ces institutions. Cette illégitimité a commencé au lendemain de la publication des résultats. Tout le monde connaît les chaos électoraux. Évidemment, il y a des compatriotes qui considèrent qu'il n'y a pas de crise. Le pays se porte bien. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a réellement crise, mais la crise n'est pas d'une ampleur si importante que le pays peut se comporter comme dans le passé. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a crise et que la crise a une incidence grave sur le fonctionnement des institutions, sur le comportement de l'économie, des finances publiques, de la monnaie, sur la cohésion dont nous avons besoin pour nous battre à l'est du pays et extirper notre pays des occupants. Voilà pourquoi je vous ai invité, mais aussi nous parlerons de la MOCA, la vision de la MOCA et le rôle que je voudrais, en accord avec mes compagnons, leaders de la MOCA, la vision qui est la nôtre et la manière dont nous allons contribuer à la sortie de cette crise dont souffre notre pays. Je suis à votre disposition pour des questions et pour un échange que j'espère fructueux afin que de nos échanges sortent la lumière. La MOCA a 4 objectifs ou 4 valeurs qu'il défend. D'abord, la protection de la Constitution. Défendre la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet de révisions, surtout en ce qui concerne les dispositions verrouillées. La MOCA se bat pour mobiliser la population afin que les prochaines élections soient transparentes et reflètent la vérité du choix des électeurs. La MOCA se bat contre les antivaleurs, mais aussi pour une bonne gouvernance. Ma vision sera celle de coordonner cette quadruple vision de manière à ce qu'il y ait une unité dans l'action en dépit de la diversité. Donc la MOCA va se comporter dans l'unité du peuple, mais en acceptant la différence, la diversité dans cette unité. Je vais préciser ma question. Qu'est-ce que le nouveau coordonnateur de la MOCA va apporter à la MOCA en cette période 2020 que nous entrons bientôt? Et on sait très bien que l'actuel pouvoir est en place bientôt 1 an. Et vous, en tant que nouveau coordonnateur, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Sachant que vous, il y a déjà d'autres coordonnateurs de la MOCA qui sont passés. Et vous, vous arrivez maintenant dans ce contexte. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, de particulier? Ce que je voudrais apporter de nouveau, c'est d'abord préserver les acquis de la lutte. Les 3 précédents ont maintenu les caps. Bien sûr qu'ils ont eu quelques difficultés, qu'il s'agisse de M. Katumbi, qui a dû revenir au pays avec un léger retard. Vous connaissez les difficultés qui ont caractérisé son retour au pays. Il y a Jean-Pierre aussi, qui a eu les mêmes difficultés plus ou moins. De sorte que moi je viens et reprends les bâtons de manière à ce que nous soyons beaucoup plus sur le terrain de l'action dans la lutte pour les 4 axes dont je parlais, à savoir protéger la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une révision, surtout en ce qui concerne les articles intangibles, nous battre pour qu'on puisse mobiliser le peuple de manière à obtenir que la prochaine fois, quand les élections auront lieu, qu'elles transmettent, qu'elles reflètent la vérité des urnes. Et aussi les antivaleurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au sommet de l'État, c'est la cacophonie, la gestion des finances publiques.
c'est l'opacité. Nous allons nous battre sur le terrain. Les revendications populaires, ça va être notre cible de manière à obtenir qu'il y ait un peu plus de gestion correcte. Mais nous nous battrons aussi pour faire des marches pacifiques de manière à ce qu'on fasse une pression nécessaire aussi bien vis-à-vis des autorités du pays, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale pour qu'ils puissent bouger afin que la guerre de l'Est, nous puissions la gagner au mieux des intérêts de notre population. Monsieur Christian Moussapoueno, pour Congo. Bonjour Monsieur Moussito, vous avez dit que vous allez... Il a parlé de deux choses. La première chose, c'est qu'il a remarqué qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux. Il me semble qu'il n'a pas fait la proposition quant à la solution nécessaire. Mais aussi, il a parlé de la révision de la Constitution, principalement en ce qui concerne, non pas les articles verrouillés, mais pour le scrutin électoral, aussi bien pour le deuxième tour de la présidentielle, mais aussi, il a insinué ou plus ou moins présenté en filigrane l'idée qu'il fallait revoir le mode de scrutin pour le gouverneur des provinces. Nous ne sommes pas contre ces deux révisions, principalement en ce qui concerne le second tour, mais la question qui reste, c'est quel est le cadre de cette révision. Nous, dans les réformes que nous proposons, voilà ce que nous disons. Il faut pour ce pays des réformes. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sur deux axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons Haut Conseil pour les réformes institutionnelles, quitte à ce que, après qu'on ait fait ces réformes dans le cadre de la classe politique, à travers un consensus de la classe politique, que ces réformes soient implémentées par les institutions établies, à savoir les parlements ou l'Assemblée et le Sénat. Voilà ce que nous disons. Donc, nous pensons que les réformes, il faut les obtenir, mais nous ne les obtiendrons qu'en faisant la pression. Deuxièmement, il faut les implémenter dans l'ordre institutionnel actuel, mais à condition que les compromis soient trouvés au sein de la classe politique, en dehors de cette institution-là, parce que cette institution-là, elle est commandée par M. Kabila, qui est un conservateur avec ses troupes qui ont eu la majorité des facteurs que vous connaissez. Donc, révision constitutionnelle, oui. Les cadres des institutions, nous voulons que ce soit initié à partir du Haut Conseil des révisions constitutionnelles, mais implémenté dans le cadre de l'Assemblée nationale. À partir du moment, à ce moment-là, nous reconnaîtrons cette Assemblée nationale du fait qu'eux auront reconnu notre combat qui exige les réformes. Votre question renferme ce que je considère comme étant une faute. Premièrement, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. C'est toute la question. Je crois que cette séance va tourner autour de ça. Est-ce que nous sommes une démocratie qui dysfonctionne, qui se porte mal, ou nous sommes une dictature qui se porte bien? Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition aux réformes. Et nous savons que très probablement, ces réformes risquent de ne pas avoir lieu. Mais surtout, même si elles ont lieu, ce sera à l'image de l'oppresseur. Et si elles ont lieu, elles ne seront pas appliquées. Maintenant, vous posez la question où nous nous trouvons institutionnellement. Parce qu'après les élections, il y a la majorité, d'une part, d'autre part, il y a l'opposition. Nous nous disons, après les élections, il y aurait eu une majorité réelle, reflétant la vérité des urnes, et une opposition réelle, reflétant aussi la vérité des urnes, ceux-là qui n'auront pas eu le mandat du peuple, mais qui ont eu le mandat qui n'ont pas eu le mandat du peuple pour gérer, mais qui ont eu le mandat du peuple pour apporter la contradiction et enrichir les débats. Nous ne sommes malheureusement pas dans ces cas d'école. Ceux qui ont perdu se sont imposés et ceux qui sont la majorité. Ceux qui ont gagné ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer.
D'où la dictature. Et nous refusons d'abord, de reconnaître que les autres ont gagné. Ceux qui prétendent avoir gagné et qui se sont installés par la force, par la ruse à la tête du pays. Et que nous refusons de dire que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition. D'où nous opérons en dehors des institutions et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple, en ce que le peuple rejette ces institutions. Le peuple dit que ces institutions ne reflètent pas sa légitimité. Voilà. Mais dans l'entretemps, nous pensons que la réforme, plutôt la résistance populaire peut s'organiser partout, y compris dans les salons de l'oppresseur. Elle peut s'organiser au sein des institutions. D'ailleurs, l'expérience montre en ce qui concerne notre pays. S'agissant des élections de 2006 et de 2011, il y a eu contestation. Mais on est resté dans les institutions. On n'a pas boycotté les institutions. On a conduit la lutte au sein des institutions et en dehors des institutions. Ce qui a fait d'ailleurs que, grâce à la présence au Parlement, on a dénoncé auprès du peuple les complots qui consistaient à changer de constitution, à réviser la constitution ou à changer la loi électorale. Et le peuple a pris les relais pour descendre dans la rue et il a bloqué la machine. Donc, notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale pour y apporter l'opposition républicaine, mais notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette revendication. Comme simple étendard s'explique bien, parce qu'il s'agit du combat du peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Bien compte que nous sommes en présence d'une contradiction principale. À partir du moment où les jeux lui-même, vous n'êtes pas d'accord sur les jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les règles des jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs à atteindre, il doit forcément y avoir à un moment donné un clash. Vous n'allez pas, vous devez être logique avec d'un seul concept de combat démocratique. Et qu'est-ce que vous suggérez? La guerre armée, vous suggérez parce que c'est logique. Quand on a pris un tel postulat. Il y a un courant, il y a des amis qui considèrent que, ayant accepté d'aller à la Cour suprême, à la Cour de justice, à la Cour constitutionnelle, pour formuler notre plainte, et la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, ayant donné raison au camp adverse, nous devions tirer les conséquences parce que nous étions dans la logique de l'acceptation des institutions en nous référant à ces institutions, dont l'institution judiciaire. Cette opinion est aussi pertinente et acceptable. Mais nous disons, cette Cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place. Puisque nous sommes dans les schémas républicains, même s'il entretient une illusion, nous devons jouer aussi sur le peuple, dans le peuple pour revendiquer la vraie solution. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il y a une attitude ambivalente. D'une part, nous sommes au Parlement, nous voulons nous battre au Parlement, je viens de le dire, et d'autre part, nous sommes dans la rue, nous revendiquons les marches pacifiques, revendiquons les exigences du peuple de manière à ce que nous puissions obtenir qu'on rentre aux élections, mais en passant par des réformes. Donc ce n'est pas une contradiction, c'est une approche complémentaire. Avant de prendre Alain Young pour le code de la radiothérapie, on prend José Nawesh pour Forum des As. Il s'agit d'une démarche complémentaire qui commence par dire nous restons au sein du Parlement pour surveiller la manière dont les choses, les lois sont prises. Quand vous êtes dans le Parlement, vous n'êtes plus vous ne combattez plus une dictature. Vous ne pouvez pas être membre du Parlement et dire nous combattons la dictature. En fait, je reprends votre mot, dictature, vous cautionnez la dictature en entrant dans un Parlement dont vous contestez par ailleurs la légitimité. Comment voulez-vous que je considère un système qui, après les élections, contrairement au texte, parce que contrairement au texte de la République, comment voulez-vous que je qualifie un système qui ne publie pas les résultats? À qui on demande de faire le comptage, il ne fait pas le comptage de voix. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons ceci, nous sommes au Parlement comme minorité, mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, si vous voulez, d'information.
des surveillances, de manière à ce que si ce n'est pas des choses graves à l'intérieur, y compris en ce qui concerne, comme je l'ai dit, lutter pour que la Constitution ne fasse pas l'objet d'une révision en ce qui concerne les articles intangifs. Il faut faire le relais dans le peuple et amener le peuple à faire des marches pacifiques, à faire un soulèvement pacifique pour que ce que la majorité, entre guillemets, factice veut faire n'ait pas lieu. Ce n'est pas une contradiction, c'est une approche des luttes. Nous voulons lutter et dans les institutions. Vous savez que la population qui s'est plainte du régime, comme dans le passé d'ailleurs, vous avez des ouvriers, vous avez des cuisiniers, qui travaillent chez l'oppresseur, qui se plaignent du procès, mais au moins qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de l'oppresseur. C'est pourquoi nous sommes dans ces parlements-là, pour surveiller les actes, les initiatives qu'ils prennent, mais faire le relais dans le peuple en lui disant voilà ce qui se passe, vous devez descendre dans la rue pour que ce qui veut être fait, ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne le fassent pas. Donc en clair, vous conciliez les deux tendances qu'il y a dans le cas. Voilà, c'est ma démarche. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut mener les deux combats qui sont complémentaires. Donc les combats républicains pour apporter la contradiction, enrichir les débats, et puis les combats de la résistance, grâce aussi à cette revendication dans les institutions, où nous informons le peuple des complots qui sont ouverts contre lui. Oui, non, ça me paraît essentiel cette question pour clarifier votre démarche. Quand nous avons Martin Fayulu devant nous, vous dites vous êtes leader de l'opposition, il dit carrément non, moi je ne suis pas dans l'opposition, c'est moi le chef de l'État élu, c'est lui qui parle, c'est moi le président de la République élu, je ne suis pas dans l'opposition. Mais là, vous êtes dans il dit je suis le chef de l'État, le président élu, mais non investi. Oui, mais il ne veut pas qu'on le présente comme leader de l'opposition. Or, il y a certains actes, quand vous êtes au Parlement, par définition, vous êtes dans le camp de l'opposition, parce que vous n'êtes pas dans la majorité. La séquence où vous êtes au Parlement, vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une majorité. Donc là, vous jouez les jeux parlementaires. Mais quand vous êtes en dehors, vous ne jouez plus les jeux des institutions. Non, mais ce que nous disons, nous sommes au Parlement, nous reconnaissons qu'il y a un pouvoir, mais un pouvoir illégitime. Nous sommes dehors pour faire en sorte que ces pouvoirs partent. Mais nous disons qu'il ne partira pas de notre faute, de notre fait, il partira du fait du peuple. Et en même temps, nous disons, mais il partira aussi par la vérité des urnes. C'est pourquoi le projet de sortie de crise qui consiste à dire, faisons des réformes, ensemble comme classe politique, dans le cadre d'un espace consensuel, et proposons ces réformes au pouvoir établi, mais qui n'aura que des compétences liées, et à partir de ces réformes, qui corrigent c'est par où le mal est arrivé, à savoir la Cour constitutionnelle, la CENI, etc., nous puissions rentrer aux élections le plus rapidement possible. Donc, M. Fayulu nous fait une proposition de crise. La MOUCA, dans son ensemble, est d'accord sur les principes des réformes. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Mais nous ne sommes pas naïfs, pour ne pas ignorer que ceux qui sont là ne voudront pas des réformes si nous ne faisons pas la pression nécessaire. Et cette pression, nous la voulons populaire. Voilà pourquoi nous faisons pression pour qu'il y ait des réformes. Mais maintenant, pour qu'un pays change, comme toute société, et changer par des réformes, et si par les réformes, ce n'est pas possible, parce que les réformes, c'est l'apanage d'une démocratie. Le peuple va constater qu'il n'est pas possible, dans le cadre de ces systèmes, d'obtenir les réformes qui aillent dans le sens de ses intérêts. Le peuple va utiliser l'autre formule, la formule de la révolution. Donc un pays change soit par les réformes si on est en démocratie, par la révolution si on est en dictature. Il n'y a pas de contradiction dans cette double démarche qui, pour moi et pour nous, est complémentaire. Mais en attendant, on peut plus ou moins calmer la situation en renforçant. Et nous avons lancé qu'elle viendra, qu'ils viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, c'est qu'il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner de lui-même.
Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplинent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais, en tout cas qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire l'agriculture, avoir des concessions. Pourquoi pas? Mais en respectant les droits des Congolais, les droits de l'État congolais. Et cela n'est possible que si nous-mêmes, on se réorganise. De sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec les Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que les cafouillages qu'il y a dans notre pays obligent les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec le Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo et la part des Rwandais qui veulent rapatrier chez eux aille. Je le dis pour les Rwandais comme je le dirais pour tous les autres Africains et tous les autres voisins. Ce n'est qu'en ayant une armée forte, en menaçant le Rwanda, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo. Il faut qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise. Ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région du Grand Lac. Alain Young insiste par rapport au pouvoir. Le coordonnateur des Touka, Touéné, tout à l'heure, a dit que la communauté internationale ne soutient pas toujours. Il s'agit d'une démarche complémentaire qui commence par dire nous restons au sein du Parlement pour surveiller la manière dont les choses, les lois sont prises. Quand vous êtes dans le Parlement, vous n'êtes plus vous ne combattez plus une dictature. Vous ne pouvez pas être membre du Parlement et dire nous combattons la dictature. En fait, si je reprends votre mot, dictature, vous cautionnez la dictature en entrant dans un Parlement dont vous contestez par ailleurs la légitimité. Comment voulez-vous que je considère un système qui, après les élections, contrairement au texte, parce que contrairement au texte de la République, comment voulez-vous que je qualifie un système qui ne publie pas les résultats? À qui on demande de faire le comptage, il ne fait pas le comptage de voix. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons ceci, nous sommes au Parlement comme minorité, mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, si vous voulez, d'information, de surveillance, de manière à ce que si ce n'est pas des choses graves à l'intérieur, y compris en ce qui concerne, comme je l'ai dit, lutter pour que la Constitution ne fasse pas l'objet d'une révision en ce qui concerne les articles intangifs. Il faut faire le relais dans le peuple et amener le peuple à faire des marches pacifiques, à faire un soulèvement pacifique pour que ce que la majorité, entre guillemets, factice veut faire n'ait pas lieu. Ce n'est pas une contradiction, c'est une approche des luttes. Nous voulons lutter et dans les institutions. Vous savez que la population qui s'est plainte du régime, comme dans le passé d'ailleurs, et vous avez des ouvriers, vous avez des cuisiniers, qui travaillent chez l'oppresseur, qui se plaignent, mais au moins qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de l'oppresseur.
C'est pourquoi nous sommes dans ces parlements-là, pour surveiller les actes, les initiatives qu'ils prennent, mais faire le relais dans le peuple en lui disant voilà ce qui se passe, vous devez descendre dans la rue pour que ce qui veut être fait, ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne le fassent pas. Donc en clair, vous conciliez les deux tendances qu'il y a dans la Mouka. Voilà, c'est ma démarche. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut mener les deux combats qui sont complémentaires. Donc les combats républicains pour apporter la contradiction, enrichir les débats, et puis les combats de la résistance, grâce aussi à cette revendication dans les institutions, nous informons le peuple des complots qui sont venus contre lui. Oui, non, ça me paraît essentiel cette question pour clarifier votre démarche. Quand nous avons Martin Fayulu devant nous, vous dites vous êtes leader de l'opposition, il dit carrément non, moi je ne suis pas dans l'opposition, c'est moi le chef de l'État élu, c'est lui qui parle, c'est moi le président de la République élu, je ne suis pas dans l'opposition. Mais là, vous êtes il dit je suis le chef de l'État, le président élu, mais non investi. Oui, mais il ne veut pas qu'on le présente comme leader de l'opposition. Or, il y a certains actes, quand vous êtes au Parlement, par définition, vous êtes dans le camp de l'opposition, parce que vous n'êtes pas dans la majorité. La séquence où vous êtes au Parlement, vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une majorité. Donc là, vous jouez les jeux parlementaires. Mais quand vous êtes en dehors, vous ne jouez plus les jeux des institutions. Non, mais ce que nous disons, nous sommes au Parlement, nous reconnaissons qu'il y a un pouvoir, mais un pouvoir illégitime. Nous sommes dehors pour faire en sorte que ces pouvoirs partent. Mais nous disons qu'il ne partira pas de notre faute, de notre fait, il partira du fait du peuple. Et en même temps, nous disons, mais il partira aussi par la vérité des autres. C'est pourquoi le projet de sortie de crise qui consiste à dire, faisons des réformes, ensemble comme classe politique, dans le cadre d'un espace consensuel, et proposons ces réformes au pouvoir établi, mais qui n'aura que des compétences liées, et à partir de ces réformes, qui corrigent c'est par où le mal est arrivé, à savoir la Cour constitutionnelle, la CENI, etc., nous puissions rentrer aux élections le plus rapidement possible. Donc M. Fayulu fait une proposition de sortie de crise. La Mouka dans son ensemble est d'accord sur les principes des réformes. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Mais nous ne sommes pas naïfs, on n'est pas ignorer que ceux qui sont là ne voudront pas des réformes si nous ne faisons pas la pression nécessaire. Et cette pression, nous la voulons populaire. Voilà pourquoi nous faisons pression pour qu'il y ait des réformes. Mais maintenant, pour qu'un pays change, comme toute société, et changer par des réformes, et si par les réformes, ce n'est pas possible, parce que les réformes, c'est l'apanage d'une démocratie. Le peuple va constater qu'il n'est pas possible, dans le cadre de ces systèmes, d'obtenir les réformes qui aillent dans le sens de ses intérêts. Le peuple va utiliser l'autre formule, la formule de la révolution. Donc un pays change soit par les réformes si on est en démocratie, par la révolution si on est en dictature. Il n'y a pas de contradiction dans cette double démarche qui, pour moi et pour nous, est complémentaire. Mais en attendant, on peut plus ou moins calmer la situation en renforçant. Et nous avons lancé qu'elle viendra, qu'ils viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner de lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes.
Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais, en tout cas qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire l'agriculture, avoir des concessions. Pourquoi pas? Mais en respectant les droits des Congolais, les droits de l'État congolais. Et cela n'est possible que si nous-mêmes, on se réorganise. De sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec les Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que les cafouillages qu'il y a dans nos pays obligent les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec le Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo et la part des Rwandais qui veulent rapatrier chez eux aille. Je le dis pour les Rwandais comme je le dirais pour tous les autres Africains et tous les autres voisins. Ce n'est qu'en ayant une armée forte, en menaçant le Rwanda, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo, pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise. Ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région du Grand Lac. Alain Young insiste par rapport au pouvoir prendre. Le coordonnateur des Tonga, Pouéné avait dit que la communauté internationale ne soutient pas toujours. Dont le pays est sous occupation. Pour un pays... Non, c'est-à-dire que si ces commentaires, je les fais, c'est parce qu'en réalité, il y a une absence de démonstration. Vous devez nous démontrer, parce que nous parlons quand même à notre peuple. Quitte notre pays à travers les milices, à travers les armées qui sont les reliquats de M23, les reliquats des CNDP, ainsi de suite. C'est connu de notoriété publique, M. Willy Kalingai. Lisez les rapports mapping. Je crois que je n'aurai plus besoin de faire des démonstrations. C'est maintenant que je pose ma question. Ma question, vous êtes aujourd'hui... Les modalités de gestion du pays. La différence réside dans les modes d'accession au pouvoir. La différence ne réside pas dans les politiques publiques entre celles que lui applique, lui et son groupe, et celles que nous préconisons. La différence réside dans les systèmes politiques. Nous disons que c'est un système dictatorial qui arrive au pouvoir par la force, qui veut garder le pouvoir par la force et la ruse. Et que par conséquent, la différence des politiques publiques découle de cette première différence de système. Et donc, nous lui dirons, parce que je n'irai pas le voir, ni le voir seul, moi encore seul, c'est ensemble. Il doit le dire pas à moi, mais à la nation. Parce que je suis qu'un citoyen. Et la Mouka ne se confond pas au peuple. La Mouka, ce n'est qu'un porte-étendard de la volonté populaire, exprimée dans les urnes en décembre 2018. Le peuple voulait les changements. Il l'a exprimé dans les urnes, mais des urnes sont sorties autre chose. Et lui, M. Tshisekedi, symbolise cette autre chose-là. Nous disons, faisons les réformes pour que ce qui est arrivé ne se répète plus. Ce qui nous intéresse, ce sont les réformes. Ce n'est pas travailler ensemble au sens de partager le pouvoir. Un pouvoir déjà qu'il n'a pas. Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé de la crise politique, mais je voudrais qu'on insiste quand même sur la crise institutionnelle. Notre pays a une constitution qui institue de manière bicéphale la gestion du pays. Il y a d'une part le président de la République qui est élu parce qu'il a la majorité parlementaire, il y a d'autre part présidentielle, et d'autre part les parlements qui incarnent la majorité parlementaire. Les deux doivent être ensemble et de même obédience pour que les chefs de l'État
qui donne l'impulsion. Et face à cette impulsion au gouvernement qui est supposé être de son obédience. Mais les résultats ayant été fabriqués à la suite du deal que le monde entier connaît, ça a donné un monstre institutionnel qui veut que le chef, celui à qui on a donné la majorité présidentielle, les peuples qui pourtant étaient interrogés le même jour, ne lui a pas donné la majorité parlementaire dont il aurait besoin pour sécréter un gouvernement de son obédience qui ferait le programme en concertation à lui et qui devrait implémenter ces programmes. On ne lui a pas donné la majorité parlementaire, mais par contre, on a donné à d'autres la majorité parlementaire sans leur donner la tête, l'institution suprême. Et on se retrouve dans une cohabitation qu'ils ont voulu masquer à travers ce qu'ils ont appelé coalition. Vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. C'est la cacophonie au sommet de l'État. C'est la méfiance. Les gens se regardent chez défaillance. En quelle qualité nous, on peut l'aider et comment on peut l'aider dans le cadre d'une telle configuration institutionnelle née du chaos électoral. Nous disons oui aux réformes, et puisqu'il a parlé aussi des réformes, oui aux réformes, il a parlé des réformes. Parce que M. Fayulu et nous tous, on est pour les réformes. M. Fayulu a indiqué quel est le cadre de la mise en place de ces réformes. Nous irons aux réformes dans le cadre d'une institution que nous appelons Haut Conseil pour les réformes institutionnelles et en implémentant ensemble, y compris les acteurs de leur bord politique, y compris leurs députés, dans cette instance-là, de facto, on pourra alors à ce moment-là, puisqu'il y aura une reconnaissance mutuelle, une reconnaissance de leur institution de notre part, de l'institution, mais une reconnaissance de notre combat en ce que désormais tous, on accepte de corriger. Et dès que nous dirons, nous, élites politiques, de manière générale, mais en particulier ceux qui ont organisé la fraude, que les choses s'étaient mal placées, on n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés de venir dire nous reconnaissons la faute, on a triché, non. Le fait qu'ils acceptent qu'il y a des choses qui sont mal placées, sans nécessairement les dire, mais le fait qu'ils acceptent qu'on aille aux réformes, ça signifiera que nous sommes conscients qu'il y a des choses à corriger. Et je pense que ça va baisser la tension dans le peuple. Il pourra, à la limite, commencer à travailler tranquillement. Parce que le peuple va se calmer, pourra adhérer à leurs promesses si la promesse principale consistera à dire nous allons corriger les choses pour que désormais la volonté du peuple, une fois exprimée, qu'elle se révèle à travers, elle se reflète à travers la vérité, des yeux. À partir de ce moment-là, nous pourrions aller vers la cohésion, vers un État solide, vers des institutions légitimes, légales. On n'aura pas nécessairement besoin de faire la guerre au Rwanda. J'ai insisté sur le fait que ce sont nos frères. J'ai insisté qu'ils peuvent venir au Congo par la grande porte, exploiter avec nous. Ils auraient plus d'espace. Regarde, le Congo peut absorber 10-20 millions d'Africains. Et pourquoi ils ne viendraient pas faire les affaires ici? Pourquoi les ressources naturelles qu'ils prennent frauduleusement, ils ne peuvent pas les prendre là-bas, dans le cadre d'un grand Congo confédéré, à la limite, qui les intègre? Mais en quoi consiste, qu'est-ce que signifie la CPGL? C'est une espèce d'une petite union européenne, parce que déjà le Congo, c'est l'ensemble de l'Europe. Et on annexe les Rwandais, on devient un même pays, un même citoyen, on exploite ces richesses qu'ils aiment tant, auxquelles ils ont droit d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi j'insiste, les Chinois viennent prendre des concessions entières, des mines et autres, les Rwandais pas. Il faut qu'on les fasse dans la paix, dans la sécurité, dans le respect mutuel, respect des intérêts des communautés locales. Les espaces, ils peuvent les occuper, toute transparence, quitte à ce que... Et là encore, j'insiste sur le fait que notre État est tellement faible que ne sécurisant pas les intérêts des communautés locales. Moi, j'ai été voir les vaches dans les Bandounes. Qu'est-ce que j'avais dit? Que ce qui me troublait, ce n'était pas tant le fait que les gens qui venaient étaient étrangers. Ce qui me révoltait, c'était que les communautés locales congolaises n'avaient pas de droits de propriété sur leurs terres. Pour que celui qui vient, d'où qu'il vienne, il peut venir du territoire voisin ou de l'étranger, il peut être chinois. Qu'en venant, il s'installe en discutant avec les communautés locales pour partager la richesse qui sera née de cette exploitation-là. Or, l'État a fonctionné à ces jours. Ça, ce n'est pas un procès que j'ai fait à un régime, c'est notre État tel qu'il a fonctionné. Les communautés locales n'ont pas de titres sur l'État étant propriétaire, si vous voulez, du sol et du sous-sol. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il est propriétaire.
il est souverain, il a la souveraineté sur les sols et les sous-sols. Il devient propriétaire que quand il fait une concession ou quand il fait un lotissement et met au profit de lui-même comme personne morale, à une personne morale publique ou au profit d'un individu les terres. Dès qu'on mettra aux communautés, comme le dit la loi Bakajika, les communautés locales, leurs terres, en différence avec les terres domaniales de l'État, et même quand quelqu'un vient d'où qu'il vienne et qui respecte les droits de propriété, qui paye son argent, qui accepte de partager les dividendes en exploitant les terres, en faisant son élevage, les communautés ne seraient pas hostiles à un tel partenariat qui s'est fait dans la forme, qui garantit les intérêts des uns et des autres. C'est ce qui devrait se passer, y compris dans les Kivu. Si les voisins viennent, respectent et reconnaissent les propriétaires terriens ancestrales, qui aujourd'hui n'a pas de titre malheureusement pour faire valoir ses droits, faiblesse de notre État, eh bien ça, les autres viendront par la fraude, ils vont imposer leurs lois, les populations indigènes seront mécontentes, d'où la guerre. Donc, reconstituons notre État, retrouvons la légitimité, travaillons avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres. C'est ça le message. Oui, avant de donner la parole à M. Christian Lusako de Dr Congo, vous faites... Enregistrement au contrat dans l'État. Muto ya lingi kuyipa na yo azuma ndambo mabele akuya kosenge pa na boyo kana okotse lombongo opesi mwa ndambo abandi avandi. Yango tolobi peke biso congolais to mi bongisa to sécuriser d'abord ba droit foncier ya ba communauté locale. To mi bongisa to zala na l'État munene oyo azali na armée. Toute la transparence dans la gestion de la Italie, richesse minière, richesse foncière, Rwandais, non. Rwandais en tant que dirigeant, Congo, son ami qui va rebêter le film. Mais quand on a provoqué, peut-être qu'on a na Moyibi, Oyo bakoyi kozwa en tant que bande de biso ndenge tozala na ba 1960-70. Yango tolobi boye mabe nyonso toza komona ezali peuple rwandais te ezali peuple congolais ezali bakonzi na biso na ndenge baobongisa etamboli ya l'État te na ndenge tango su baotinda batu neti bao bazoya ko conquérir l'espace na est tango su be batu wana pe pasi eleki na ba élite na bango ba militaire na bango bazoya ko kota na makasi biso pe tozokoka kolongola bango te soki tomi bongisi en tant que congolais soki to bongisi o to bingisi CPGL na kanisa oyo bazozwa biso na tango Rwanda aye ko exploiter moi espace moko boye à respecter bi pa ya komi eza l'administration locale eza la provinciale eza la chef coutumier ba respecter ba droit na bango ba respecter pouvoir coutumier na bango moni bande ko na biso ba sénégalais ba salim mingi awa ba tie ba boutique ba musuba na ba ferme na bango pourquoi pas donc bitumba oyo eza ko uta un parce que toi na armée ma capacité deux toi na ba cause légitimité ba ko discuter na ba konzi ya Rwanda de manière transparente ba ko sala ba loi ba se respecter sur les se faire respecter sur ba droit na biso yango toza na bitumba oyo yango siko ba mingi bazoya ko côté la biso ezaka ka ba Rwanda te ezali pe ba multinationale o ezako ya ko exploiter ba richesse na biso de manière illégale sans que biso moto ko bénéficier yango c'est à cause du régime où eza illégitimité ezako permettre bango ba imposer loi na bango. Je veux dire quelque chose pour illustrer au Nganasana. Les lois, M. Tshisekedi, il y a tambo la mokimba ko na kolukambo ko na développer mboka. Les alliés normal. Mais sauf que naza au moins na la sans plan. Ou que n'est pas voisin a été actuellement moi fufuto moi nini au memi ata sanité. Azo kende maboko pamba sans plan sans programme. Yango bomoni banda bandi ko tambola signata contrat. Au lieu à Kenya, n'a aucun discours mon appelé ça qui a lobby que Angola ezali na PIB à 120-125 milliards de dollars, ils ont un budget proche de 30-40 milliards de dollars. Mais Angola a exploité pétrole. Angola a une richesse de société. Mini a pétrole. Ils ont 9 milliards de barils dans les ils exploitent, ils produisent plus ou moins 1,5 million barils par an. Bisoto produit 30 000 barils. Vous avez la différence. Tout ça, on a plateau continental. À l'Andela, on bien. Les lobouis, richesse au babandi qu'on découvrir, ça, le scandale, le monde qui est la capitale, nettoyer capitale, il y a diamant industriel, les alliés lithium, allant de l'exploitation,
la recherche au Bosala, combien de tonnes de lithium que nous avons dans le sous-sol. Bazar ça quoi ba bomba. Le gars là il peut bazar ko nyonga yebi pa il y a un courage na force nécessaire pour aller dans la kuna théorie tambola ko lukambongo. Bongo to ali na ngwawa ba o ye aza o kende ko luka bazulu kande baya ya benda bango mais ça signifie qu'il est le dossier du lithium. Qu'il est le dossier du cuivre. To outil ko découvrir na loi là-bas plus ou moins 50 millions de tonnes de cuivre. Ça représente plus ou moins 300-400 milliards de dollars en prenant le prix moyen de 7 000. Nauka IP a l'obéi à cause de sa certification. Certification, c'est bien, c'est déjà une bonne évolution. Mais il doit faire la titrisation. C'est-à-dire que concession n'a pas et puis à quelle valeur? Parce que nous avons un contrat signé sur des gisements dont on ne connaît déjà ni la teneur ni le volume. Donc le logo, on dit que le logo il y a une valeur dans le ça va soutenir, mais en réalité pour benda bilo quoi il y a pays. Donc il faut s'intéresser. Il faut aller là, Inga. Il faut aller là. Les blocs pétroliers, il y a lac Albertine. Il faut aller dans la entreprise publique. Je ne l'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques, ni la réforme de la Banque centrale qui est en déficit, ni des établissements publics proprement dit qui sont en déficit. À travers les entreprises publiques, à Coca-Cola mobiliser Mbongo et Belé pour restructurer, redimensionner SNEL. On a régi des zones instituts bon et au côté belé SNEL va reproduire même Yinga on a ceux qui SNEL et Zalaka na bénéfice et Zalaka bien géré yango mowe ko ay ko zanambongo pona ba construire barrage mususu parce que barrage ni Yinga 1 à 2 ezali na maboko SNEL ba ko construire barrage ya Yinga 3 grâce à la ressource SNEL. Mais SNEL doit faire l'objet d'un redimensionnement, d'une extension grâce aux apports à capitaux étrangers qui peuvent drainer de l'argent et créer de l'emploi dans notre pays. On a limité à ce niveau-là en réponse un peu à la question, il y a Koyeba, M. Tshisekedi n'a pas eu Kosunga. Vous affirmez avoir permis... Je l'avais fraîche dans la tête. Juste, vous avez cité la régie des eaux. Certains disent que vous n'avez pas payé en 2 ans ce que Chimala a payé en 1 an à ces entreprises. Quelles sont les dettes de la régie des eaux et de la SNEL? Pourquoi avoir